Eh bien, bonjour à toutes et tous. On est ravis avec Laure de vous accueillir pour cette webconférence qui a suscité énormément d'intérêt. Il y a plus de 410 personnes inscrites. Donc, on voit l'importance, peut-être pour certaines d'entre vous qui êtes concernées par cette complication, notamment des curages axillaires, ou bien qui avaient des questions suite pour un futur traitement ou suite à un traitement. Donc, on est vraiment ravis. Ce soir, on va être entouré de deux experts très complémentaires. Donc, on va être avec le docteur Vigne. Bonsoir, docteur Vigne. Donc, vous êtes médecin interniste à l'hôpital Cognacq-Jay et vous êtes spécialiste de lymphologie. Donc, vous nous disiez avant que c'est une spécialité qui vient d'un mot allemand, mais qui n'existe pas vraiment. Vous allez nous expliquer. Là, on ne le voit pas, mais vous êtes sous l'œil de Hippocrate. Vous nous avez montré tout à l'heure. Donc, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et ensuite, donc, nous aurons les conseils pratiques de Martine Raffarinto. Bonjour, Madame Raffarinto. Donc, vous êtes kinésithérapeute, spécialiste en scénologie et vous êtes la référente du réseau Kinésain Île-de-France. Merci beaucoup. Et donc, je vais laisser la parole à Laure. Bonne webconférence à toutes et tous. Alors bonsoir, on est ravis de cette webconférence avant l'été parce que sur mon réseau cancer du sein, il y a beaucoup de questions finalement sur quand on est concerné par la chirurgie, finalement on se pose des questions. Est-ce que je risque un lymphœdème? Et puis pendant l'été, comment gérer ça? Il y a des personnes qui sont concernées, des personnes qui se posent des questions. Donc on est ravis de vous proposer ce rendez-vous. Pour rappel, vous pouvez donc échanger sur le chat, mais aussi poser vos questions tout au long de la soirée. Et avec Oriane, donc il y aura 2 temps de questions, un temps bref après la présentation du docteur Vigne, puis après la présentation de Madame Rinto. Et ainsi, on pourra poursuivre les échanges. Donc, merci de mettre vos questions dans l'onglet dédié, ce qui va nous permettre avec Oriane donc de les remonter tout à l'heure. On aime bien démarrer nos conférences par un témoignage patiente et la personne qui était d'accord pour témoigner, en fait, travaille ce soir à un impératif pour son travail. Et elle a eu la gentillesse de m'écrire son témoignage. Et donc, ce soir, je vais vous lire le témoignage de Madame A, qui est donc une personne qui est active sur mon réseau cancer du sein et qui nous partage son histoire. Donc, je vous raconte. En juillet 2012, on m'a diagnostiqué un cancer lobulaire infiltrant, hormonodépendant, non métastasé sur le sein gauche. La tumeur était importante, 8 cm. Mon protocole de soins a été corsé. 8 chimiothérapies néoadjuvantes, suivies d'une mastectomie totale avec un curage axillaire de 12 ganglions, puis 22 séances de radiothérapie associées à une chimiothérapie. J'ai terminé mes traitements en juillet 2013. Par la suite, il m'a été prescrit une hormonothérapie pour 10 ans. Après 2 ans, j'ai remarqué que mon bras gauche gardait longtemps les traces de points de pression. De retour d'une réunion au bureau, je serrais un cahier contre mon bras. Les traces de la spirale de reliure sont restées marquées au creux bien plus longtemps que la normale. J'ai surveillé mon bras, j'ai fouillé Internet pour comprendre et je suis tombée sur le mot « lymphœdème secondaire ». Je n'en avais jamais entendu parler, sauf déni de ma part. Je pense que personne lors du traitement ou de la chirurgie ne m'en avait informé. Je suis allée consulter mon médecin traitant qui, après explication, m'a proposé de me prescrire un manchon et des drainages lymphatiques par kinésithérapeute. J'ai refusé le manchon, qui me paraissait être une méthode d'un autre âge, et commencé les drainages lymphatiques. J'avais beaucoup d'espoir, un peu naïf sans doute, sur le fait que les drainages allaient vider mon trop-plein de lymphe et qu'avec un peu de discipline et un bon kiné, tout allait rentrer dans l'ordre. J'ai eu du mal à trouver un kiné. Sur Internet, j'ai trouvé le réseau AKTL, des kinés spécialisés en drainage lymphatique. Autour de chez moi, peu étaient disponibles ou pas aux horaires qui auraient pu me convenir. J'ai finalement trouvé une kiné hors de ce réseau, mais disponible et très à l'écoute qui m'a prise en charge.
Malgré sa bonne volonté, j'ai bien vu qu'elle n'avait pas une grande expérience sur le drainage et la prise en charge du lymphœdème. Pour me suivre, elle a fait une petite formation et m'a proposé pour la première fois de réaliser un bandage compressif. C'était son premier bandage et honnêtement, je n'étais pas complètement rassurée. J'avais peur du geste et du risque que ça aurait pu empirer les choses. Après quelques mois de prise en charge kiné avec un drainage hebdomadaire, j'ai bien dû constater que mes attentes de retour à la normale de mon bras étaient un peu irréalistes. Je n'ai jamais cessé de fouiller Internet pour me documenter sur le sujet. J'avais du mal à accepter qu'il n'y avait aucun traitement curatif. Et c'est au cours de ces recherches que je suis tombée sur les pages de l'hôpital Cognac-Jay. Je l'ai trouvée toute seule, ni ma généraliste, ni ma kiné ne m'en avaient parlé, faute de le connaître probablement. J'ai donc pris rendez-vous pour une première consultation au service de lymphologie Cognac-Jay en 2015, puis tous les 6 mois en surveillance et suivi. À chaque consultation, le contrôle de l'évolution s'effectue par mesure des circonférences des 2 bras, bras sain, bras œdémacié. On prend la mesure de 8 circonférences par bras, on cumule la différence de ces circonférences entre chaque bras et c'est le total obtenu qui est utilisé en chiffres clés pour suivre l'évolution du lymphœdème. En 2015, j'avais un petit lymphœdème avec une différence de 18 cm entre les 2 bras et malgré le port quotidien d'un manchon de contention, que j'avais finalement accepté, et les drainages lymphatiques hebdomadaires, je me suis retrouvée en 2017 avec une différence de 20 cm. Donc une croissance lente, mais régulière qui m'inquiétait sérieusement pour l'avenir et commençait à me stresser. Cognac-Jay m'a alors proposé une hospitalisation pour une prise en charge intensive et une éducation thérapeutique. J'ai mis un certain temps à accepter car cela ne me semblait pas vital et au regard de ma vie professionnelle, je travaillais à temps plein, et familiale, j'ai 3 enfants, la logistique me paraissait très compliquée. L'hospitalisation était sur 2 semaines, soit 12 jours d'absence, pas facile. J'ai finalement fait, et je ne l'ai pas regretté, j'y ai appris notamment à faire des autobandages, ce qui me permet de prendre en charge mon lymphœdème en autonomie. Je sais que j'ai la méthode pour intervenir et le contrôler autant que faire se peut. Je ne stresse plus quand ma kiné est absente ou en vacances. Ça fait maintenant 10 ans que j'ai un lymphœdème et depuis 2021, je suis en récidive métastatique. Pour le manchon, je le porte au quotidien. J'ai la chance de ne pas avoir la main œdémaciée, ce qui me permet d'avoir un manchon sans mitaine. C'est plus facile au quotidien, ne serait-ce que pour se laver les mains. J'ai néanmoins une mitaine dans mon tiroir que j'utilise dès que je sens que je pourrais éventuellement avoir un gonflement de la main. Je renouvelle le manchon sur mesure toutes les 4 à 6 mois environ chez un orthopédiste. J'avais à l'origine des manchons de couleur chair, un peu épais, un peu vieillots, qui me complexaient sérieusement. J'utilise maintenant des manchons d'une autre marque, plus fins, plus confortables et surtout de couleur pour l'été. Avec le temps, je me suis décomplexée sur le fait de les laisser visibles en portant des manches courtes, sauf en milieu professionnel où ça me semble vraiment impossible. Et puis, si la vue d'un manchon à l'air libre peut décomplexer d'autres femmes porteuses, alors donner un peu de visibilité à cette pathologie, pourquoi pas. Concernant le drainage lymphatique, je tente d'avoir un rythme hebdomadaire, mais il m'arrive de faire 1 mois sans drainage et sans scrupule. Pour les vacances, je ne me casse plus la tête, je ne cherche pas de kiné, je fais mes auto-bandages et tout se passe bien comme ça. Je fais toujours des bandages compressifs, mais moins régulièrement qu'au début. Je les fais la nuit, ce qui me permet d'être libre en journée. On ne dort pas très bien avec le bandage, mais c'est supportable. Voilà, en 10 ans de lymphœdème, j'ai fait 2 érysipèles. Le médecin, vu en consultation, m'avait mise en garde et prescrit à l'avance une cure d'antibiothérapie pour le cas où il faudrait réagir vite. J'ai toujours eu la chance de le détecter très rapidement et de pouvoir voir mon médecin traitant en urgence pour confirmer le diagnostic et avant la prise d'antibiotiques. Lorsque je pars en vacances ou en week-end, j'emporte toujours avec moi mon nécessaire pour faire les bandages, un manchon de secours, une mitaine au cas où, une cure d'antibiotiques en cas d'érysipèle et j'ai toujours sur moi du désinfectant pour tenter d'éviter les érysipèles. C'est le prix de ma tranquillité d'esprit pour voyager à l'aise avec mon lymphœdème, mais les bandages sont très lourds. Voilà, merci beaucoup et donc j'espère avoir partagé avec vous le quotidien et le vécu à travers les années donc de Madame A qui voilà, nous a fait ce généreux cadeau de témoignage. Donc, je vais passer la parole au docteur Vigne.
Merci beaucoup de votre de ce témoignage qui vraiment reflète exactement, je pense, le vécu et le cheminement du lymphœdème quand il commence jusqu'au traitement et à l'autonomie complète du patient. C'est un long cheminement qui parfois prend longtemps. Alors, je ne vais pas vous répondre à tout ce qu'il y a sur le lymphœdème aujourd'hui parce que c'est vraiment un domaine, on peut en parler pendant des heures et des heures et c'est assez compliqué. Donc, l'objectif étant d'être relativement simple et didactique pour essayer de tout comprendre sur le lymphœdème, ou du moins presque tout comprendre. Alors, dans ce lymphœdème, on va poser quelques questions. Il faut quand même rappeler le cancer du sein. Vous savez qu'en 2023, donc dans l'année précédente, il y a encore en France plus de 60 000 femmes qui ont un cancer du sein. Alors je dis femmes parce que ça touche essentiellement les femmes, mais aussi les hommes, puisqu'il y a des hommes qui ont des cancers du sein pour 1 à 2 de ces chiffres-là, mais c'est bien sûr essentiellement des femmes. Et je rappelle qu'en 92, donc il y a maintenant 30 ans, 31 ans, il y en avait à peu près la moitié. Donc on voit quand même que ce nombre de cancers du sein augmente dans le temps. Et donc avec ce risque toujours d'avoir de lymphœdème, mais ça on va en parler tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lymphœdème? Alors, il y a déjà un petit souci dans le terme, c'est qu'on entend deux mots, on entend le mot lymphe et le mot œdème. Alors, on se dit, ouais, c'est du liquide et ça gonfle et ça dégonfle. Eh bien, c'est là où il y a un gros problème, c'est que ce n'est pas tout à fait ça. Malheureusement, le terme n'est pas adapté, à mon avis, et est source de confusion. Et je vais vous montrer une illustration sur cet article. Alors, je ne vous demande pas de très bien comprendre ce qui est fait dedans, mais on va quand même regarder, parce que pour moi, ça parle énormément. Donc, c'est un article fait par une équipe londonienne. Et voyez ici, en haut, c'est le bras avec le lymphœdème. Et en dessous, c'est le bras qui n'a pas de lymphœdème ici, entouré. Et donc, le bras, on le voit en dessous, un bras qui a été reconstruit. Et on a fait quoi? On a fait une IRM du bras, des deux bras, du membre supérieur gauche ou droit, et celui qui était atteint. Et on a comparé les deux. Et pour vous dire donc comment ça marche, ici vous avez la séparation verticale qui sépare le bras. Alors le bras, je vous rappelle que c'est cette partie-là, le bras. C'est la partie qui va entre l'épaule et le coude. Et l'avant-bras, c'est la partie qui va entre le coude et le poignet. Et donc ici, c'est l'avant-bras et ici, c'est le bras. Et quand vous regardez en haut du bras, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout le lymphœdème n'est en fait que du gras. Et la partie liquidienne, lymphatique, vous voyez, est toute petite en bleu ici, vous la voyez, je la souligne. Et donc, finalement, dans la partie haute du bras, le lymphœdème, c'est que du gras. Donc, c'est pas de l'œdème. Bon. Et puis, quand vous regardez aussi ce point vert, là, cette ligne verte, c'est l'épaisseur de la peau par rapport au liquide, si vous voulez. Donc, la peau, également, est ici plus importante que là. Et donc, la peau s'épaissit. Et donc, si on avait un résumé, dans le haut du bras, il n'y a pas de lymphe pratiquement, il y a un tout petit peu de bleu, il y a beaucoup de peau et il y a beaucoup de gras. Donc, vous voyez, ce n'est pas sûr que le traitement puisse être efficace sur une zone où il n'y a pas de liquide. Alors qu'au niveau de l'avant-bras, donc je rappelle l'avant-bras qui est entre le coude et le poignet, là, il y a plus de liquide. Bien sûr, beaucoup plus de liquide que par rapport au côté opposé qui n'a pas de lymphœdème. Il y a beaucoup plus de liquide qu'au niveau du bras. Et donc là, la thérapeutique sera sûrement plus efficace puisque c'est ce liquide qu'on va pouvoir mobiliser par le traitement. Et puis, pour compliquer encore un peu les choses, vous voyez, si on fait des coupes au niveau radial, ce qu'on appelle ça, qu'on fait des tranches de bras, on va dire, par IRM bien évidemment, et bien on se rend compte que le liquide, il est plutôt ici, vous voyez, à la face externe de l'avant-bras que à la face interne de l'avant-bras. Donc vous voyez comme que le lymphœdème, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut voir. C'est pas homogène du bras et de l'avant-bras, et c'est pas homogène, c'est pas pareil entre la face interne et la face externe de l'avant-bras. Donc vous voyez déjà que c'est pas quelque chose qu'on croit que c'est gros de façon globale. En fait, c'est d'abord beaucoup de gras, beaucoup de peau et un peu de lymphe. Et c'est cette lymphe-là qu'on va pouvoir éliminer par le traitement. Et donc, malheureusement, c'est une pathologie, comme disait dans le témoignage précédent, qui va être chronique, puisqu'il ne peut pas disparaître, puisqu'on ne peut pas enlever la peau et le gras, sauf à faire la chirurgie un peu agressive pour enlever tout ça, ce qui ne se fait pas. On ne peut enlever que le liquide par le traitement, mais ce liquide, la lymphe, vous savez que la lymphe est produite en permanence. La lymphe, c'est un liquide qui est un morceau du sang et qui va se produire en permanence parce que les capillaires sanguins fuient et donc ce liquide se produit en permanence. Et donc on peut l'enlever, mais il faudrait enlever ce liquide en permanence. Si c'est un geste qui dure peu, le liquide se reconstitue quasiment instantanément. Et donc, il faut comprendre, comme le disait le témoignage précédent, que c'est un traitement au long cours et que si on ne traite pas de façon sérieuse, j'allais dire attentive, qu'est-ce qu'on dit? Que ce qui se passait pour le témoignage précédent, ça risque d'augmenter et ça risque de se compliquer d'infections qui s'appellent maintenant les résipelles ou qu'on appelle aussi, alors je vais vous dire le terme médical parce que c'est très à la mode maintenant, on dit plus érysipèle, mais on dit
dermo-hypodermite bactérienne non nécrosante, ce qui est encore plus compliqué à retenir que résipel, la fameuse DHBNN pour les intimes. Donc je plaisante, mais restons sur les résipels, éré ou éri comme vous voulez, qui est la principale complication du lymphœdème. Alors vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le lymphœdème complique le cancer, le traitement du cancer, et les résipels compliquent le lymphœdème. Donc ça fait beaucoup de complications qui se surajoutent. Alors, tout le monde se pose la question, est-ce qu'on peut prévenir le lymphœdème? Alors, pour prévenir une maladie, il faut savoir quels sont les facteurs qui la favorisent, bien sûr. Et quand vous regardez les facteurs de risque de lymphœdème, il y en a 3 principaux. Le curage axillaire, donc c'est l'ablation des ganglions au niveau sous le bras. Donc ça, chez les femmes qui ont un curage où on a enlevé 10, 12, 15, 20 ganglions, eh bien, il y a une femme sur 5 qui risque d'avoir un lymphœdème. Alors bien sûr, technique beaucoup plus récente et moins agressive, le ganglion sentinelle, on enlève 1 ou 2 ou 3 ganglions qui sont les premiers relais du cancer au niveau de l'aisselle, au niveau axillaire. Avec cette technique-là, bien sûr, on a beaucoup moins de lymphœdème, entre 5 et 8%. Deuxième facteur de risque, la radiothérapie, que quasiment toutes les femmes ont après le curage axillaire. La chimiothérapie peut aussi, notamment certaines chimiothérapies, j'en mentionne pas, mais ça peut aussi favoriser le lymphœdème. Et puis le troisième facteur de risque important, c'est l'obésité lors du cancer du sein. Ce sont les femmes qui ont donc un IMC supérieur à 30, et donc le risque augmente par 4 par rapport aux femmes qui ont un IMC à moins de 30. Donc vous voyez, 3 facteurs de risque qui sont finalement non maîtrisables, puisque c'est le traitement en partie, et puis la situation au moment du cancer du sein. Une précision, ce lymphœdème peut apparaître en post-opératoire, donc dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, mais il peut apparaître malheureusement beaucoup plus tardivement. Et ce qu'on dit la médiane, ça veut dire que la moitié des femmes qui développeront un lymphœdème, c'est avant 2 ans, et l'autre moitié, c'est après 2 ans. Et on a des situations où ça peut survenir 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 ans après le cancer du sein. Donc il y a toujours cette angoisse d'avoir le lymphœdème alors que le cancer est complètement guéri. Alors, rappelez-vous, je pense que beaucoup de femmes qui ont été opérées du sein, on leur a donné des conseils, vous savez, ces conseils qui étaient anciens, je vais vous en parler après, porter les charges, éviter les prélèvements sanguins, les perfusions, les prises de presse artérielle, il manque un S à prise, c'est très bien, voir certains sports, tout ça, je vous le dis, il faut l'oublier, parce que ce n'est plus vrai du tout. Donc maintenant, il n'y a plus de conseils de ce genre-là, qui étaient des conseils qui sont anxiogènes, ça c'est sûr que ça marche, c'est anxiogène, et ça ne prévient pas le risque de lymphœdème. Donc on les oublie. Et pour vous confirmer ce que je viens de vous dire, ça a été revu prescrire en août 2019. Le paragraphe entouré en rouge, vous voyez, en l'absence de lymphœdème, donc chez les femmes qui ont été opérées d'un cancer du sein, il n'est pas préjudiciable d'effectuer des ponctions, injections, prise de pression artérielle. On ne restreint pas non plus les voyages en avion, les expositions au soleil, au froid, au chaud. Donc en fait, finalement, tout ce qu'on disait avant, il faut faire une remise à niveau, on oublie, et donc tout ça, ce n'est pas des conseils, puisque ce ne sont pas des facteurs de risque. Les facteurs de risque étant, je vous rappelle, la chirurgie, le curage, la radiothérapie, l'obésité. Donc, ce n'est pas en évitant ces conseils-là, en suivant ces conseils-là, qu'on va éviter le lymphœdème. Alors, que reste-t-il finalement comme prévention? Pas grand-chose. Il reste ne pas prendre de poids, ça c'est quand même fondamental. Bouger, faire du sport, et là je pense que Martine vous en parlera, et puis c'est un élément du traitement du cancer, puisque vous savez que le faire du sport après un cancer du sein réduit la mortalité par cancer du sein et le risque de rechute, donc par 30%, de 30%. Donc c'est vraiment fondamental dans le traitement. Et puis un élément là où les kinés ont une importance énorme, et les patients doivent le signaler, c'est de conserver une mobilité de l'épaule normale, puisque 25% des femmes opérées du sein qui ont un lymphœdème, ont un problème d'épaule, parfois tardivement, des mois, voire des années après le traitement. Et donc, il y a une prise en charge indispensable, nécessaire, pour que l'épaule, je parle du complexe de l'épaule, qui est quand même plus c'est pas l'épaule, il y a pas mal d'articulations en jeu, soit normale. Et ça, c'est très important de signaler à votre kiné pour qu'il conserve, qu'il examine et qu'il puisse vous faire une rééducation spécifique et pour avoir une mobilité de l'épaule normale. Et puis finalement, c'est tout. Il y a peu d'autres conseils. Il n'y a plus de conseils. Tous les autres, donc on oublie. Donc finalement, il n'y a plus grand-chose à stresser. On fait ce qu'on veut, entre guillemets. Alors, bien sûr, il y avait aussi tout le côté sportif. Est-ce que le sport, alors je vous ai mis un article en anglais, mais je vous ai marqué un petit peu un allemand en français, puis avec une flèche qu'il faut savoir, est-ce que les exercices physiques, quels qu'ils soient, je dis bien quels qu'ils soient, ça va de la marche nordique en passant par l'haltérophilie, en passant par le football, tout le sport qu'on peut imaginer et qu'on peut faire, est-ce que c'est dangereux de faire du sport après le cancer du sein en termes de risque de lymphœdème? Est-ce que c'est dangereux quand on a un lymphœdème?
La réponse est non dans les deux cas. Il est même peut-être montré que maintenant, le fait de faire du sport, même intensif, en post-cancer du sein, réduit les risques de lymphœdème. Donc, vous voyez, ça a vraiment changé. Donc, aucun sport est interdit. Vous faites ce que vous voulez. Je vais en parler un petit peu après, bien sûr, dans un cadre encadrement si possible. Et la même chose en présence d'un lymphœdème, c'est pareil. Il n'y a aucun sport contre-indiqué, quel qu'il soit. Même du tennis, du squash si vous voulez, il n'y a pas de sports qui sont responsables de lymphœdème. Et donc, qu'est-ce qu'il faut en retenir pour l'activité physique, même intensive? Aucun sport interdit. Bien sûr, on préfère l'encadrement par des professionnels formés. Donc, ça peut être des kinés, ça peut être des coachs sportifs, ça peut être des éducateurs médicaux sportifs, ça peut être des APA, donc des enseignants en activité physique adaptée. L'important, c'est la progressivité en fréquence-intensité, guidé par le ressenti des patientes. Si c'est douloureux, on revient au palier antérieur, on ne force pas surtout. Et puis, faut-il porter une compression si on a un lymphœdème? La compression, c'est le nouveau terme pour dire contention. On ne dit plus contention, on dit compression, parce que ça comprend un élastique, on va en parler. Si possible avec une compression, mais on dit que si l'effort est plus compliqué, plus difficile avec un manchon, et on peut l'enlever le temps de l'activité physique à la condition de le remettre après l'activité physique. Donc, vous voyez, si quand vous faites du tennis, ça vous gêne, quand vous faites un service, eh bien ensuite vous pouvez vous le enlever et vous le remettez après l'activité physique. Donc finalement, vous voyez, on est relativement un peu plus rassurant et moins inquiétant avec tous ces conseils. Maintenant, comment reconnaître un lymphœdème? Dans le témoignage que vous avez entendu, il y avait les marques dues à l'œdème qui étaient visibles. Bien sûr, c'est l'augmentation de volume qui va être le révélateur, d'autant plus que c'est la main qui est atteinte, l'avant-bras aussi. Quand c'est le bras en haut, souvent les femmes s'en rendent beaucoup moins compte que quand c'est la main, où là, c'est visible très rapidement et donc il y a un diagnostic qui est plus précoce. Et arbitrairement, on définit la différence de 2 cm par rapport entre les deux membres supérieurs pour dire que c'est un lymphœdème. Ça peut être un peu moins, ça peut être plus visible. Ça, c'est vraiment arbitraire. En tout cas, c'est une différence de périmétrie, donc avec un mètre ruban, pour dire qu'il y a une différence de volume ensuite entre les deux membres. Et puis les femmes peuvent signaler effectivement un bras lourd, un bras pesant. Des douleurs, c'est plus rare, ça peut arriver, mais c'est plus rare. Et quand il y a des douleurs, il faut penser aussi aux autres causes qui peuvent être associées, l'épaule, les problèmes de chimiothérapie qui ont été neurotoxiques, donc qui ont abîmé les nerfs, ou les problèmes de canaux carpiens, ou d'autres problèmes vasculaires. En tout cas, voilà, il ne faut pas s'arrêter au lymphœdème quand les douleurs sont là. Avant de retenir le diagnostic de lymphœdème douloureux, il faut être sûr qu'il n'y a pas d'autres problèmes associés. Alors, comment gérer et traiter le lymphœdème en pratique? Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on l'a, malheureusement, on n'a pas choisi d'avoir un lymphœdème. Il faut essayer de gérer, comme on vous l'a dit tout à l'heure dans le témoignage, avec 2 objectifs principaux. Un, réduire le plus possible, donc réduire la partie mobilisable, la partie liquidienne. Ça veut dire qu'on va réduire de 10, 20, 30, 40% en fonction de ce qu'il y a dans le lymphœdème. Et chaque lymphœdème est différent. Donc, il y a des femmes qui ont 50% de liquide, donc ils vont beaucoup perdre. D'autres qui ont 10% de liquide et qui vont moins perdre parce que leur lymphœdème est différent en termes de composition. Et deuxièmement, c'est éviter les complications, comme on en a parlé. Alors, ce n'est pas le sujet, mais les résipelles, c'est une complication qui survient dans 40% des cas quand même, chez les femmes qui ont un lymphœdème. C'est une bactérie, c'est un streptocoque qui rentre par une petite plaie, voire par une piqûre de moustique, par une griffure de chat, par une piqûre de rose, et puis qui va donner un tableau, ce qu'on appelle septique, avec de la fièvre élevée, des frissons, mal partout, une sensation vraiment très très mal. Et puis ensuite, pas tout de suite, mais on peut avoir le bras rouge chaud douloureux qui gonfle aussi, qui va augmenter de volume. Et donc le traitement sera des antibiotiques pendant 7 jours. Ça, c'est très bien codifié. Mais les premiers signes, c'est souvent de la fièvre et le bras peut être rouge que quelques heures après. Donc il peut y avoir un décalage dans le temps, mais c'est vraiment d'abord des signes généraux, c'est-à-dire que systémique, qu'on appelle la fièvre élevée, et c'est pas qu'une petite rougeur du bras. Vraiment, c'est des signes qui sont assez violents et la fièvre survient de façon brutale, souvent la nuit, le matin ou le dimanche quand les médecins ne sont pas forcément présents. Donc, 2 versants pour réduire le volume, 2 versants pour le traitement du lymphœdème, la réduction, on en a parlé juste avant avec les bandages qui vont enlever la partie liquidienne. Donc, ces bandages, c'est soit les kinés, soit les patients qui apprennent à les faire eux-mêmes, sachant que cet apprentissage se fait idéalement dans ce qu'on appelle maintenant un programme d'éducation thérapeutique du patient, où il va apprendre à avoir des connaissances et du savoir-faire pour maîtriser la technique, parce que il va devoir le faire, comme on l'a dit tout à l'heure, de façon assez prolongée dans la vie pour encore réduire ce volume si le volume venait à augmenter. C'est la technique donc de réduction du volume. Et puis le maintien du volume réduit,
est basé sur la compression, qu'on appelait avant la contention. Maintenant, il faut dire la compression élastique, ce qu'on appelle les manchons. Les manchons, c'est donc ce système-là. Vous avez soit des manchons qui s'arrêtent au niveau du poignet, comme on vous l'a dit dans le témoignage, soit qui prennent la main en un seul morceau. Nous, on préfère beaucoup plus un seul morceau parce que si on fait 2 morceaux, un qui s'arrête ici au poignet, l'autre qu'on met après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on enlève la partie, la petite mitaine, la main gonfle et ensuite on dit ça m'a aggravé mon lymphœdème et on enlève le manchon. Et donc, souvent, il y a en plus 2 coutures ici. Donc, on préfère largement ce modèle-là, même s'il est plus contraignant. Et puis, si dans un second temps, la main ne gonfle pas, alors on passe à un manchon ne prenant pas la main. Mais en première intention, on est beaucoup plus dans le manchon avec main tenante. Et puis, dans les formes plus compliquées où les doigts sont atteints, on arrive à prescrire des gantelets, vous voyez, avec les doigts qui sont pris individuellement. Et là, par contre, c'est plus contraignant, mais c'est beaucoup plus efficace sur les doigts par rapport aux manchons avec main tenante. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut savoir pour la compression? C'est quand même la pierre angulaire du traitement du lymphœdème, il faut quand même le dire. S'il y a une chose à faire, c'est la compression. Alors, ce n'est pas forcément le plus accepté parce que ça se voit, c'est contraignant, ça peut être chaud l'été, Martine va vous en parler. Et donc, c'est indispensable. Sans manchon, aucun lymphœdème peut être traité par quelle que soit la technique. Il faut vraiment comprimer pour stabiliser le volume. Pour un petit lymphœdème, ça veut dire quoi, petit lymphœdème? Ça veut dire qu'un lymphœdème qui est moins de 20% de volume par rapport au bras opposé, en plus, bien sûr, ou un lymphœdème qui a moins d'1 an, on peut mettre un manchon. Et pour que ça marche bien, il faut beaucoup serrer. Vous savez qu'en France, les classes de manchons sont beaucoup plus faibles qu'en Europe. Les Européens serrent beaucoup plus que nous. Donc, vous voyez, les classes 3 en France et les classes 2 en Allemagne. Donc, il faut serrer. Plus on serre, plus ça fonctionne. Moins on serre, moins ça risque de pas fonctionner. Plus ça risque de pas fonctionner. Il faut un sur-mesure. Donc là, comme on vous a dit tout à l'heure, il faut vraiment aller voir des orthésistes ou des pharmaciens orthopédistes qui connaissent les marques, qui savent prendre les mesures, qui savent délivrer le produit. La main tenante est préférable. Il faut les porter tous les jours. Alors souvent, on me dit, moi, je le porte tous les jours. Mais 1 heure par jour, non. C'est du matin au soir. Donc, c'est vraiment contraignant. Si on ne le porte pas suffisamment, eh bien, l'effet est nul. Ça ne fonctionne pas. Ça ne maintient pas le volume. Et je vous rappelle, la compression maintient, ne réduit pas le volume. La nuit, les manchons ne sont pas conseillés parce que la tolérance n'est pas très bonne. Et malheureusement, il faut les remplacer tous les 3-4 mois car ils se détendent. Et vous savez que la prise en charge est incomplète sur ces matériels, sur ces orthèses, qu'on appelle orthèses. Et donc, il y a un reste à charge pour le patient non négligeable si on remplace tous les 3-4 mois ces manchons. Alors, si vous voulez retrouver tout ça, ce que je vous dis, ça a été publié en 2022 par l'INCa. L'INCa, c'est l'Institut national du cancer. Et vous voyez qu'il dit, voilà, pour prévenir le lymphœdème, c'est le contrôle du poids. Le reste, il n'y a rien. Les drainages lymphatiques manuels, on va vous en parler un petit peu ensuite. En prévention du lymphœdème, ils ne sont pas efficaces. Donc, on ne prescrit pas de drainage en prévention. Par contre, on pourrait prescrire une rééducation de l'épaule et un travail de la cicatrice si nécessaire. Ça, c'est indispensable. Les conseils dont je vous ai parlé, classiques, il faut les enlever complètement. Ils sont périmés, totalement périmés. Et on peut, bien sûr, maintenant faire des prélèvements sanguins, injections intraveineuses, mesure de la pression artérielle ou voler en avion sans avoir de problème de risque de lymphœdème en plus par rapport à la population générale. Et donc, l'activité physique, là aussi, n'est pas à limiter. La même chose, donc voilà, donc en présence d'un lymphœdème, vous lirez, donc ça c'est pareil, c'est les réductions de volume avec les bandages. Pour les lymphœdèmes récents, eh bien, on peut porter un manchon seul, comme je viens de vous dire. Les drainages seuls ne sont pas recommandés car ils n'ont pas d'effet sur le volume du lymphœdème. Donc, les drainages, il faut les compléter d'un bandage ou d'un manchon, mais seul, il n'y aura pas d'effet sur le volume. Et puis, quant à la chirurgie du lymphœdème, qui est un sujet assez en vogue actuellement, pour l'instant, les recommandations ne sont pas claires et opérer les patientes pour avoir un bénéfice, ce n'est pas encore très clair. Donc, pour l'instant, on attend. Et bien sûr, n'oubliez pas le dernier élément en bas, là, qui est fondamental, c'est tous les problèmes qui peuvent survenir associés au lymphœdème, en particulier l'épaule. Moi, je crois que c'est un problème vraiment important. Et nombre de femmes qu'on voit ont des problèmes de réduction de l'épaule, parfois très importantes, où on leur répond que c'est normal de ne pas pouvoir bouger son épaule, alors que ce n'est pas normal. Et donc, il y a vraiment un travail à faire là-dessus pour améliorer globalement les choses. Et plus l'articulation de l'épaule bouge bien, moins il y a de lymphœdème. Donc, c'est vraiment un enjeu crucial pour la prise en charge. Alors, les innovations, pour terminer, alors, toutes les femmes attendent, et nous aussi, bien sûr, des innovations. Il y a des progrès en chirurgie du sein. Le Sentinelle a été un progrès énorme, et d'autres progrès vont probablement arriver dans les années à venir, notamment peut-être les curages axillaires encore qui vont diminuer. La radiothérapie est bien plus contrôlée et bien plus mesurée qu'il y a 10, 20, 30, 40 ans. Beaucoup de médicaments ont été testés. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'effets, ou c'est insuffisant par rapport à ce qu'on espérait. La prévention augmente.
parce que les patientes à risque, celles dont je vous ai dit qu'il y avait en plus, bon, je ne vous ai pas dit, mais la mastectomie est aussi un facteur de risque. Donc, on sauvera peut-être plus les femmes qui ont une mastectomie, qui sont obèses et qui ont eu de la radiothérapie et un curage large que les femmes qui ont un sentinelle avec un IMC normal. Donc, vous voyez, peut-être qu'il faut cibler les populations à risque. Un élément que personne ne dit, mais refaire le sein, reconstruire le sein chez les femmes qui ont une mastectomie, ça diminue le risque de lymphœdème. Donc, si c'est un choix personnel, bien sûr, il faut bien sûr le choisir. C'est un élément positif qui réduit le risque de lymphœdème. Et puis, je ne vous parle pas, mais il y a plein de thérapeutiques qui sont censées recréer un système lymphatique. Je ne vous parle pas des transferts ganglionnaires, donc des greffes de ganglions, ce qu'on prend au niveau inguinal comme au niveau axillaire, mais également la thérapie génique qui est développée actuellement, les implants en silicone ou des implants qui sont censés remplacer le lymphatique. Donc il y a plein de recherches dans ce domaine qui sont faites. On n'a pas encore de résultats, donc je ne peux pas le conseiller, mais ça bouge beaucoup. Alors en pratique, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pour le lymphœdème? Il faut d'abord comprendre que c'est d'abord plus de tissu que de liquide. Il ne faut rien s'interdire, et quand je dis vraiment, vraiment rien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter, il faut faire ce qu'on a envie de faire, il faut s'écouter. Les activités physiques sont indispensables pour l'épaule et pour contrôler le poids. La complication à connaître quand même, c'est les résipèles, puisque je vous dis que 40% des femmes risquent d'en avoir un avec un lymphœdème. L'objectif du traitement, c'est réduire le volume par les bandages. Ensuite, stabiliser par le manchon, le plus serré possible, avec une main attenante pour au moins stabiliser les choses. Les drainages lymphatiques manuels, pas en première intention, parce que si on ne fait pas le reste, le lymphœdème risque de s'aggraver et finalement, ça va être plus compliqué à traiter ensuite. Et puis, un élément à ne pas oublier, surtout, beaucoup de femmes culpabilisent parce qu'on leur avait dit avant de ne pas faire ceci, pas faire cela pour éviter le lymphœdème. Ce n'est pas de votre faute. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'éléments qui vous accusent. Et puis pour vous déculpabiliser complètement, il faut quand même savoir que les femmes qui ont un lymphœdème, il est très probable qu'elles ont au niveau génétique des petites variations, ce n'est pas des mutations, c'est des variations génétiques qui les rendent plus sensibles peut-être au curage ganglionnaire axillaire. C'est prouvé, ce n'est pas encore complètement certain, mais ça vient. Et donc, finalement, le lymphœdème, c'est quelque chose qui doit survenir chez les patientes qui sont susceptibles ou plus susceptibles que d'autres d'avoir un lymphœdème. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'externe, c'est quelque chose qu'on a en soi et qui va, le jour où on va vous agresser, entre guillemets, creux-axillaire avec un curage ou la radiothérapie, va vous faire basculer du côté du lymphœdème par rapport à d'autres femmes qui n'ont pas ces variations génétiques. Donc, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose ou pas fait quelque chose. C'est entre guillemets, malheureusement inscrit, on va dire. Et donc, il n'y a pas à culpabiliser. Ça, c'est vraiment très important parce que c'est souvent ce que les femmes ressentent. Et il faut vraiment éliminer complètement ça. Ce n'est pas de votre faute. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Ling. Donc, vous avez répondu à énormément de questions qui arrivaient au fil de l'eau. Donc, on va vous en poser que 2, et puis après, comme ça, on passera à Martine Rintaud. Alors, moi, j'avais une question, je ne sais plus qui l'a posée, mais est-ce que le lymphœdème est toujours évolutif? Alors, c'est une bonne question. On ne sait pas. Il y a des femmes chez qui il va évoluer, il va s'aggraver, parfois de façon importante, et d'autres chez qui il va rester stable. Et comme on ne peut pas prédire avant qui va s'aggraver, on traite un peu de façon identique tout le monde, notamment avec le manchon, car si le volume s'aggrave, ça va être de la peau et du gras, et on ne pourra plus revenir au volume de départ. Donc dans cette crainte-là, eh bien, on fait le traitement, entre guillemets, pas maximal, mais presque maximal à toutes les femmes, de crainte de l'aggravation. Merci beaucoup. Alors, une autre question, vous savez que sur nos réseaux, on a des patients un peu de partout en France. Et donc, c'est formidable d'avoir, par exemple, Cognac G qui peut faire des prises en charge spécifiques. Mais est-ce qu'il y a d'autres centres en France? Comment ça marche? Est-ce que vous avez un réseau de centres pour le lymphœdème, pour des prises en charge de ce type? Puisque, voilà, c'est pas, tout le monde ne peut pas forcément venir à Paris. Bien sûr. Alors, c'est une bonne question. Alors, Martine vous parlera des kinés libéraux, enfin des personnes libéraux, les kinés libéraux. Il existe en France environ 12 ou 13 centres, ce qu'on appelle de compétences, en plus des centres de référence qui sont Paris et Montpellier, qui peuvent traiter les lymphœdèmes. Donc, il y a Bordeaux, il y a Toulouse, il y a Brest, il y a Nice, je vais en oublier, Lille, Amiens, j'en oublie bien sûr, Grenoble, Lyon. Donc, chaque grande ville, je vais sûrement oublier des noms, mais il y a un réseau qui maille à peu près la France, qui peut faire des traitements intensifs
en hospitalier. Et il y a bien sûr les kinés libéraux dont on parlera après. Donc il n'y a pas que nous, bien sûr, et il y a heureusement pour pouvoir prendre en charge les gens qui sont, enfin les femmes qui sont réparties en France, absolument. Je vais vous poser une dernière question avant de passer à Martine-Antoine, puis après on en reviendra de toute façon. Alors c'est Sabrina qui nous dit, alors effectivement vous avez dit que parmi les facteurs à surveiller, il y avait l'obésité, et Sabrina demande est-ce que l'alimentation a un impact sur le risque de lymphoedème, est-ce qu'il y a des choses à éviter, à favoriser, etc. Voilà, alors c'est une bonne question qui revient souvent. Donc pour le lymphoedème, il n'y a pas d'aliment à éviter. Il n'y a pas d'aliments à éviter ou à prendre au contraire. Il n'y a pas d'aliments drainants, il n'y a pas d'aliments qui vont améliorer. Alors, un petit une parenthèse, hein, c'est pas la peine de boire beaucoup d'eau pour drainer. Hein. C'est quelque chose qui est souvent dit. Ça n'a aucun intérêt de boire beaucoup d'eau. Il faut boire à sa soif, peut-être plus l'été que l'hiver, mais il n'y a pas de fait de boire que ça va améliorer les choses. Il n'y a pas d'aliments interdits. La seule chose qu'on conseille, c'est des aliments qu'il ne faut pas prendre de poids. Voilà, c'est une alimentation équilibrée, mais il n'y a pas d'aliments interdits ou recommandés. Bien sûr, on dit toujours mangez pas trop de sel parce que le sel c'est pas forcément très bon pour l'organisme, donc mais ça n'a pas non plus beaucoup d'effets. Ça c'est une réduction, c'est un conseil, j'allais dire, de santé publique de ne pas manger trop de sel, mais ça n'a pas d'effet. Il y a rien d'interdit en dehors de la prise de poids qui va augmenter le volume de la part adipeuse du lymphoedème. Très bien. Alors, une petite dernière. Oui, Marie, est-ce qu'un lymphoedème du membre supérieur peut s'étendre au membre inférieur? Alors la réponse est non. Un lymphoedème post-cancer du sein du membre supérieur ne s'étend pas au membre inférieur. Par contre, il y a des femmes qui ont malheureusement un cancer pelvien et qui peuvent avoir un lymphoedème secondaire dû à un cancer pelvien, col utérin, endomètre ou ovaire, ou un lymphoedème primaire qui était aussi présent avant. Et donc, on peut avoir un lymphoedème primaire ou secondaire pelvien, mais ce n'est pas l'extension du premier. C'est un autre lymphoedème. D'ailleurs, c'est un appel tout trouvé pour faire une autre webconférence pour notre réseau, mon réseau cancer gynéco, parce qu'effectivement, on parle peu des cancers gynéco et on parle encore moins du lymphoedème de la jambe Absolument. ou du petit bassin qui peut être extrêmement gênant. Donc voilà, on va pouvoir, j'allais dire, récidiver sur une thématique de ce thème pour informer un maximum de femmes. On voit combien de redire tout ce que vous nous avez décrit est très précieux. Je pense qu'il est temps qu'on passe la parole à Martine Rintaud parce que vous allez nous apporter aussi un éclairage extrêmement concret. Alors nous, on aime beaucoup les kinés. Les kinés nous font énormément de bien. On pense que c'est vraiment essentiel que les patientes soient bien orientées très rapidement pour avoir vos conseils aux différentes étapes du parcours de soins. Et donc, on va écouter avec intérêt vos conseils autour du lymphoedème. Merci beaucoup. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler du lymphoedème. Voilà. Donc, je vais vous parler du lymphoedème du gros bras, comment le gérer pendant l'été, puisque, effectivement, le gros problème, c'est quand même l'été. Alors, est-ce qu'on peut le prévenir? Est-ce qu'on peut faire une prévention? On va voir ce qu'on va faire en kinésithérapie. Alors, il est certain, et comme nous l'a dit le docteur Vin, on a une réelle diminution du nombre de lymphoedèmes depuis l'apparition de la technique du ganglion sentinelle qui évite quand même l'écurage axillaire très important. Des études ont montré qu'il y avait 16,6% des femmes opérées qui auront un lymphoedème à 18 mois post-opératoire si elles ont eu un curage axillaire. Et en général, ces femmes qui ont un lymphoedème, ce sont souvent des femmes qui sont en surcharge pondérale et qui ne font pas d'activité physique dans leur vie. Et on va en parler par la suite. Nous, ce qu'on va trouver très souvent en post-opératoire, c'est les lymphocèles, c'est-à-dire ce gonflement de lymphe et les thromboses lymphatiques superficielles qui sont les effets les plus secondaires, les plus fréquents en post-opératoire, qui vont limiter l'épaule. Et là-dessus, on va être obligé d'énormément travailler. Donc, les kinés, on va faire un bilan complet afin de pouvoir mettre en place un programme de soins adapté avec une prise en charge du lymphoedème s'il est présent ou pas, mais pour essayer de l'éviter au maximum. Si on a un lymphoedème, si on se trouve devant un lymphoedème, donc comment nous on l'aura diagnostiqué, c'est-à-dire par la prise de mesure, comme nous a dit le docteur Vigne, et pour nous c'est 2 cm à un endroit du membre supérieur, ça va signifier qu'on a un début de lymphoedème. Le drainage lymphatique manuel
accompagné ou pas de pressothérapie, et ça je veux dire accompagné ou pas, parce que la pressothérapie ce n'est pas du drainage lymphatique en soi, et on ne fait pas de la pressothérapie. Il faut absolument, si on doit faire du drainage lymphatique, que ce soit du drainage lymphatique manuel, fait par des kinés qui sont formés. Mais ça ne suffira pas. Il va falloir accompagner ce drainage lymphatique, soit on est dans une phase où on veut réduire l'œdème avec des bandages multicouches réducteurs. Ces bandages, ils peuvent être faits soit en institution, soit à l'hôpital, en cure, mais effectivement, il y a un certain nombre de kinés qui prennent en charge, qui font aussi des cures de bandage pendant une semaine, 15 jours, où la patiente va venir tous les jours et va avoir un bandage tous les jours qu'elle va garder toute la nuit, qu'elle va garder toute la journée, toute la nuit. On va lui faire des exercices et là, on est dans une phase intensive. Donc, cette phase intensive, elle peut aussi se faire chez un kiné, ce qui peut éviter à la patiente d'être hospitalisée. C'est pas toujours facile d'être hospitalisée une semaine ou 15 jours avec sa vie familiale, les enfants, le travail. Donc, chez un kiné, ça peut être plus facile. Une fois qu'on a fait cette phase intensive de réduction, on va leur proposer donc une contention, donc plutôt une compression maintenant, un manchon qui va être fait sur mesure et on va les orienter. Donc, c'est pas nous les kinés qui allons prendre les mesures, pas du tout. On les envoie soit dans une pharmacie orthopédique, soit chez un orthopédiste qui va prendre les mesures et qui va leur commander un manchon adapté, classe 3, qu'elles vont porter toute la journée et qu'elles ne garderont pas la nuit. Donc, ce manchon qui sera changé tous les 3-4 mois et qu'elles porteront dans la journée. Et puis, avec tout ça, bien entendu, il y a l'exercice physique adapté. Donc, les exercices, déjà, pendant la phase de bandage, on leur demandera et on leur donnera des exercices à faire qu'elles devront faire plusieurs fois dans la journée pour optimiser les résultats du bandage. Mais ces exercices et cette activité, il va falloir qu'elles la continuent tout au long de leur parcours de soins pour optimiser les résultats. Mais alors, on n'a pas forcément un lymphœdème tout de suite après un cancer du sein. Est-ce qu'on peut le prévenir avec son apparition? Donc, toute patiente qui vient nous voir pour suite à une prise en charge du cancer du sein en post-opératoire, on va dans un premier temps, après avoir fait notre bilan, insister sur la récupération des amplitudes articulaires du complexe de l'épaule, on va essayer de lui redonner toutes ces amplitudes, de lever les tensions. S'il y a des cordes lymphatiques, on va essayer de les étirer pour redonner toute l'amplitude du complexe de l'épaule pour que la patiente puisse bouger, puisque c'est vraiment très important. On va aussi travailler sur les cicatrices, sur les adhérences. Il faut absolument redonner un thorax qui soit souple et libre. Si les cicatrices sont collées, si c'est adhérent, ça ne peut pas circuler. Donc, à nous de donner toute la souplesse et de lever toutes les adhérences et d'étirer toutes les cicatrices. On va leur donner aussi un programme d'exercices à faire chez elles. On les fera avec elles au cabinet, elles les referont chez elles et on les surveillera pour qu'elles puissent aussi une rééducation, ça se fait à deux. Il y a la partie qu'on leur fait au cabinet, on aide les patientes à faire à récupérer leurs amplitudes, mais à côté de ça, si elles font pas d'exercice, les résultats sont beaucoup plus lents. Prendre en charge, on va aussi prendre en charge tous les effets secondaires des traitements, tels que les douleurs, la sarcopénie, donc tous les traitements. Donc en fait, la prise en charge de kinésithérapie, c'est vraiment une prise en charge globale. C'est l'épaule, c'est la cicatrice, c'est les effets secondaires des traitements et c'est le lymphœdème en plus, s'il est là. Et puis, une reprise ou une initiation, je dis une initiation à l'activité physique, parce qu'il y a des femmes qui ne font pas de sport, qui n'ont jamais fait d'activité physique. Donc là, c'est nous, notre rôle, qui est de les inciter à reprendre une activité physique, de commencer une activité physique, tout en douceur pour qu'elles puissent prendre goût à cette activité physique et continuer tout au long de leur vie. Alors pour ce faire, pour toute cette prise en charge, il est vraiment important de se tourner vers un kiné formé. On a vu dans le témoignage que la patiente, elle a eu du mal à trouver un kiné et c'est vrai que moi la première, je dis, on est malheureusement vu le nombre de cancers du sein, de nouveaux cas de cancer du sein chaque année, les kinés formés sont débordés, mais je pense que c'est important parce que la prise en charge est bien spécifique. Il faut connaître la maladie, il faut connaître le lymphœdème et il faut pouvoir les orienter et
prendre les choses telles qu'elles doivent être prises. Un réseau, le RKS, c'est le réseau des kinésithérapeutes du sein qui a vu le jour il y a 4 ans, regroupe plus de 1300 kinés formés sur toute la France, qui sont formés en sélologie et pour certains en drainage lymphatique et qui vont pouvoir prendre en charge la patiente. Et si tous les kinés du RKS ne font pas du drainage, peuvent orienter vers des kinés qui vont faire du drainage si besoin de drainage ou de bandage il y a. Donc, c'est vraiment important de se tourner vers ces réseaux-là. Pour le RKS, c'est très facile. Il suffit que la patiente aille sur le site, clique sur un onglet « Trouver un kiné ». Elle va indiquer son nom, son prénom, son adresse mail et par retour, elle reçoit la liste des kinés qui sont formés dans sa région et qu'elle pourra contacter et qui essaieront de répondre le plus rapidement possible à leurs demandes. Mais bon, il n'y a pas que le RKS, il y a aussi l'AKTL, donc c'est l'association des kinésithérapeutes du traitement du lymphœdème, qui regroupe énormément de kinés. Alors je m'excuse, mais je ne sais plus le nombre. Et là, vous allez pareil, vous allez sur aktl.org et vous trouverez, selon votre région, des kinés qui sont formés et qui savent pratiquer le drainage lymphatique. Et puis, en dehors de ces kinés formés, vous avez aussi une association de patients, l'association Vivre mieux son lymphœdème. Et oui, comment vivre avec un lymphœdème? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut essayer de vivre normalement avec un lymphœdème? Donc, vous allez pareil sur le site de la VML, la maison mère est à Montpellier, et puis il y a plusieurs antennes en France. Donc, il y en a une dans le Nord, il y en a à Nantes, à Bordeaux, enfin il y en a un petit peu partout dans la France. On va répondre à vos questions. On peut éventuellement aussi vous trouver un kiné qui est spécialisé. Et puis il y a des ateliers. Il peut y avoir des ateliers où on apprend l'autodrainage, l'autobandage. Il peut y avoir des activités physiques. Il y a plein de choses. Et je pense que c'est très important de se rapprocher de ces différents organismes. Et bon, je pense que bien sûr, vous retrouverez sur mon réseau cancer du sein les adresses. L'activité physique adaptée, elle est indispensable, vraiment avec ou sans lymphœdème. Elle doit être pratiquée de façon régulière et elle fait pour nous partie intégrante du parcours de soins de la prise en charge de kiné. Alors, quel type d'activité? Celle que vous faisiez avant. Si vous faisiez avant, je sais pas, du golf, de l'escrime, et ben que vous pratiquez déjà, reprenez votre activité. Bien sûr, vous ferez attention à certaines choses, mais reprenez votre activité. Et puis, il y a certaines activités plus spécifiques qui sont au départ un petit peu plus douces, comme le rose pilate ou la virose. Alors, le rose pilate, on va se réapproprier son corps. On va travailler par objectif. C'est du pilate adapté aux femmes qui ont eu un cancer du sein. Elles vont retrouver leurs amplitudes articulaires, elles vont retrouver leur corps, se réapproprier leur corps au milieu de ce thorax qui a été mutilé. Et c'est vraiment très, très important. Ça a vraiment un bienfait énorme et sur les lymphœdèmes et sur la confiance en soi, l'image de soi. Et c'est vraiment un sport qui est fait par des kinés qui sont formés ou des coachs sportifs aussi qui sont formés à cette technique de pilate un petit peu particulier. Et puis on a l'avirose. Alors l'avirose, qu'est-ce que c'est? C'est de l'aviron indoor. Pareil, c'est un concept qui a été mis en place, qui a été créé par Jocelyne Roland, et ça permet aux femmes de travailler toutes leurs articulations, de travailler tous leurs muscles et aussi de travailler le cardio, ce qui est vraiment très important. On peut le faire dans des cabinets, on peut le faire dans des clubs d'aviron et puis après, on peut participer à un grand challenge qui a lieu chaque année lors du championnat de France d'aviron indoor où il y a un challenge avirose et cette année, on avait quand même 96 équipes de 4 femmes qui sont venues se challenger tout de rose vêtu. Donc, toutes ces adresses, pour trouver un kiné ou un coach, vous allez les retrouver sur un site qui s'appelle sereconstruirendouceur.com. Mais vous pouvez faire aussi du yoga, du rugby. Le rugby, il y a des équipes de rugby spécialisées, les rubis, donc c'est du rugby spécialisé aussi pour les femmes qui ont eu un cancer du sein, qui ont un lymphœdème, donc c'est un rugby encadré, de l'escrime, de la marche nordique.
enfin, il y a tous les sports. Vous pouvez vraiment faire tous les sports sans aucun problème, mais en vous rapprochant quand même de gens qui savent, qui ont quand même des connaissances sur le cancer, sur le lymphœdème et qui peuvent vous donner des bons conseils pour bien pratiquer ce sport, ça, ce qui est important. Et puis, ben, une fois qu'on a trouvé son kiné qui va vous prendre en charge, une fois qu'on s'est remis au sport, et ben, bien sûr, on va continuer à vivre. Et puis là, ben, c'est l'été. Alors à Paris, oui, c'est pas vraiment l'été, mais il va arriver. Et qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont les trucs et les astuces? Parce que vous avez vu que le manchon, on va le porter toute l'année, tout le temps. Les bandages, eh ben, ça tient chaud, c'est quand même pas, c'est pas toujours facile. Comment faire pour vivre au mieux, puisque il est important de garder sa contention, sa compression. Un petit truc tout bête, et ben vous ouvrez votre frigidaire et puis vous allez mettre votre brumisateur et puis votre manchon au frigo. La nuit, vous le mettez au frigo et le lendemain, vous le mettez. Alors, ça va pas durer toute la journée, mais ça peut permettre quand même de soulager un petit peu. Le froid fait toujours du bien, surtout quand il fait très chaud. Et le brumisateur, quand vous partez en voiture, qu'il fait chaud, que vous êtes dans les bouchons, ben, n'oubliez pas de brumiser votre manchon et vous en trouverez que mieux. Bien sûr, n'oubliez pas la crème solaire parce que comme vous allez à la plage, est-ce que vous allez garder votre manchon? Bon, ben non, c'est le moment d'en profiter. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller au soleil, mais bon, protégeons très bien notre lymphœdème ou notre bras et notre corps, nos cicatrices. Donc, on n'oublie pas la protection solaire et on insiste bien pour avoir une UVA 50+, ce qui est vraiment très important. Et on n'oublie pas aussi d'en mettre sur les cicatrices, même sous le maillot de bain, parce que si on n'a pas de vêtements anti-UV, ben, il est important de mettre de la crème solaire même sous le maillot de bain. Et puis, vous êtes au bord de la mer, ben, vous allez en profiter, vous allez vous baigner. Si vous ne savez pas nager, vous nagez pas, peu importe. Mais profitez de ce moment-là pour vous immerger dans l'eau, faire vos exercices que votre kiné vous a montrés, refaites-les dans l'eau, c'est beaucoup plus facile. Et en plus de ça, l'eau de mer va vous masser le bras, ça fera comme un drainage et vous allez vous trouver que mieux. Donc, n'oubliez surtout pas de vous baigner, profitez-en. Donc, dans votre valise, vous allez mettre votre brumisateur, votre manchon, vos bandes pour faire éventuellement un bandage le soir si ça gonfle un petit peu dans la journée. Ou vous avez aussi des vêtements de nuit, des vêtements de nuit qui sont mobilisateurs tels que le Mobiliar Motofit, qui est un manchon qu'on enfile, qu'on serre et qui peut être un compromis avec les bandages. N'oubliez pas votre ordonnance en cas d'érésipèle. Ça arrive toujours un dimanche soir ou quand on est dans une ville où il n'y a pas de pharmacie. Donc, emmenez vos médicaments, emmenez votre crème solaire et votre petit livret d'exercice que vous aura donné votre kiné et essayez de vivre le plus normalement possible. C'est vrai que maintenant, il y a des manchons qui sont très jolis et puis, et ben voilà, c'est vous qui vivez, c'est vous qui bougez. Et ben même sous un t-shirt à manches courtes, vous pouvez mettre votre manchon et puis si on le voit, et ben peu importe. Le regard des autres, ne vous en occupez pas. Ce qui est important, c'est d'être bien dans son corps et de le vivre le mieux possible. Et puis pour essayer de prendre bien en charge son lymphœdème, on peut aller aussi en cure thermale. Alors les cures thermales, c'est différent des cures que l'on peut faire à l'hôpital où là, ça va être une cure de traitement intensif où on va diminuer le lymphœdème. Les cures thermales, ça dure 3 semaines. Pour que ça soit pris en charge par la sécurité sociale, ça dure 3 semaines. Il va falloir demander à votre médecin une demande de cure, une cure de phlébologie et lymphologie. 2 grands centres, les termes de Luce Saint-Sauveur et les termes d'Argelès-Gazost. Donc, c'est deux centres de cure qui sont spécialisés dans la prise en charge du lymphœdème. Vous allez partir en cure 3 semaines. Elles sont à 10 km l'une de l'autre. Elles sont dans les Pyrénées, à côté de Lourdes. Et vous allez avoir une prise en charge complète de votre lymphœdème avec des drainages, avec de l'activité physique, avec des soins d'eau. Et puis, on va vous apprendre à faire les bandages, à faire les drainages, à vous prendre en charge parce que ce qui est important dans le lymphœdème, c'est que effectivement,
comme on est obligé d'avoir un traitement au long cours, il est bien aussi pour nous les kinés, on essaye aussi que vous puissiez vous prendre en charge pour vous-même et que vous puissiez aussi faire vos autodrainages. Et puis, ça vous évite de chercher un kiné pendant les vacances. Pendant les vacances, il faut faire une fenêtre thérapeutique et vraiment trouver d'autres, en faisant du sport, en nageant, en faisant vos autodrainages, vous pouvez très bien vous prendre en charge vous-même et éviter toujours d'aller chez le kiné en vacances. On va vous coller un rendez-vous à 15h de l'après-midi alors que vous avez envie de vous amuser avec vos enfants, ce qui est quand même beaucoup mieux. Il faut l'oublier un petit peu. Donc, n'oubliez pas ces cures thermales. Vous pouvez, si vous ne pouvez pas partir 3 semaines, il existe aussi des mini-cures d'une semaine. Et j'ai des patients qui ont déjà fait des cures d'une semaine. Et vraiment, c'est intéressant parce qu'on leur donne plein de conseils et ça leur permet après de pouvoir gérer elles-mêmes leur lymphœdème. Dans les cures de 3 semaines, vous avez un forfait qui sera payant et qui restera à votre charge, où vous aurez droit à des conférences tous les jours sur l'alimentation, comment traiter son lymphœdème, quelle activité physique on peut faire, apprendre les autobandages. Et c'est vraiment important de prendre ce lymphapack parce que ça donne plein de bons conseils et ça vous permet de revenir avec une bonne caisse à outils pour prendre en charge vous-même votre lymphœdème. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles et que malgré cette contention, vous passerez un bel été et que vous pourrez profiter pleinement de votre été avec votre lymphœdème. Merci beaucoup Martine. Alors pour passer un bel été, on avait des questions très pratiques sur l'épilation. L'épilation des aisselles. Est-ce qu'il y a des méthodes à privilégier, le rasage, la cire, etc. quand on souffre d'un lymphœdème? Je dirais qu'il faut éviter moi je vais dire docteur qu'il faut éviter de se blesser. Donc bon, après l'épilation à la cire, c'est un peu irritant aussi. C'est toujours une question qui revient et je sais pas trop qu'en penser. Ne pas se blesser, le faire doucement et ne pas se blesser. Voilà, faire attention de pas se blesser. Une blessure, c'est toujours une porte d'entrée à des bactéries, donc il faut faire attention de pas se blesser. Alors, moi, j'ai une réponse un petit peu identique. Vous faites comme d'habitude, et si par hasard, malheureusement, un jour, mais c'est vraiment tellement rare, survient un érésipèle, la fois suivante, vous faites une désinfection chirurgicale avec de la bétadine et vous rasez après. Mais c'est tellement rare quand même les rasages, même les épilations complètes, enfin au total définitives, qui donnent des complications infectieuses. C'est vrai qu'il ne faut pas se blesser, mais quand même, la situation est quand même très très rare. Le chat me semble plus dangereux avec ses griffes que le rasage des aisselles. Oui, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Les chats et les roses, c'est quelque chose. C'est ça. Alors, vous avez souligné, docteur Vigne, une des difficultés, c'est le reste à charge. Alors, 2 questions pour vous. Qui prescrit les fameux manchons? Est-ce que c'est toujours le médecin? Quel médecin? Est-ce que c'est mon oncologue, mon généraliste, mon médecin spécialiste? Est-ce que, par exemple, les kinés peuvent renouveler? Enfin, voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point là-dessus? Et en deuxième temps, est-ce que on a eu des effets un peu d'annonce comme quoi tout allait être remboursé pour la prise en charge du cancer du sein? Donc, on va voir si c'est vrai. Mais donc, question, est-ce que vous pensez que les contentions un peu particulières, type les manchons un peu gaufrés, les mobidermes, je connais pas exactement toutes ces, en fait, il y a beaucoup de matériel très particulier qui sont pas du tout remboursés. Est-ce que ça peut évoluer? Alors, il y a plusieurs questions dans une question. Alors, ce qui est sûr, c'est que la prescription d'un manchon qui va être prise en charge par l'assurance maladie, tous les médecins peuvent le faire. Donc ça, il suffit de prescrire, de bien prescrire, on va dire. Mais tous les médecins peuvent le faire. Je pense que les manchons standards, les kinés peuvent les prescrire. Mais je ne suis pas sûr qu'ils soient pris en charge par l'assurance maladie. Je pense à confirmer avec Martine. Quant aux autres matériels, et ils sont nombreux, ce qu'on appelle les wraps, ces espèces de dispositifs qui sont avec des velcro, il y a plusieurs modèles, et aucun n'est pris en charge par l'assurance maladie parce que aucun n'a fait sauf un
un modèle, il y a un seul modèle qui a fait la preuve de son efficacité aux États-Unis dans une étude, enfin, au Canada, non pris en charge, car il n'y a pas eu encore de démonstration de leur effet positif. Même si c'est vrai, il faut attendre des études, et à ce moment-là, il peut y avoir une demande, une démarche pour prendre en charge, suivant bien sûr l'étude qui a été fournie, membre supérieur ou membre inférieur, pour une prise en charge adaptée. On en est là. Donc il y a des remboursements que si derrière il y a une étude ou des études qui montrent qu'il y a un intérêt médical à prescrire un tel dispositif. Et on espère que dans l'avenir, les laboratoires feront. Il y en a une qui a été faite, mais le dispositif n'est toujours pas remboursé encore, n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, malgré l'étude positive. On demande c'est quel modèle qui a fait. C'est un modèle de chez Sigvaris, qui s'appelle le Medafit ou Medaform, qui a fait ses preuves dans une étude très bien faite, publiée il y a 1 an par les Canadiens. Alors nous, en tant que kiné, on peut pas se prescrire ce qui est sur mesure. Alors éventuellement, on peut faire renouvellement d'un manchon sur mesure. De temps en temps, ça passe. Si ça passe pas, on fait faire l'ordonnance par le médecin. Mais nous, tout ce qui est sur mesure, on n'a pas le droit de le prescrire. Ce qui est un petit peu dommage parce qu'en fait, quand on va à Cognac G, on a un rendez-vous 1 fois par an. Nous, on les suit un petit peu tout au long de l'année. Et c'est vrai que un moment où le manchon va plus, ça serait on pourrait dire, voilà, on va vous en prescrire un autre. Mais bon, c'est comme ça, on va pas refaire le monde ce soir. C'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Merci. Docteur Vigne, je crois que vous aviez déjà répondu à la question, mais comme on l'a plusieurs fois, je vais vous la poser. Est-ce qu'une chirurgie de reconstruction peut avoir un impact et provoquer un lymphœdème? Alors plutôt l'inverse. La reconstruction mammaire, quelle qu'elle soit, qu'elle soit avec ce qu'on appelle les tissus autologues, c'est-à-dire de la propre personne ou une prothèse, a montré que ça réduisait le risque de lymphœdème. Et ça n'aggrave pas les lymphœdèmes, voire même ça peut les réduire quand ils sont présents. Bien sûr, il y a toujours des cas opposés, mais globalement, c'est une chirurgie qui est plutôt bénéfique au lymphœdème en termes de diminution du risque et en termes de diminution du volume quand on en a déjà un lymphœdème avant la reconstruction. Donc, du coup, j'en profite pour dire que sur mon réseau cancer du sein, vous retrouverez un certain nombre de replays autour de conférences qu'on a pu faire sur les chirurgies, les différentes techniques de reconstruction. Il y a des groupes d'échange autour de tout ça. Mais c'est quand même très rassurant. Moi, je voudrais vous remercier pour tous ces messages clés. Ça veut dire que déjà, on peut bouger comme on veut. En fait, ce qui compte, c'est donc d'être actif, de prendre les bons conseils tout au long de son parcours, surtout au début, là, avec cette chirurgie, cette radiothérapie. Il faut vraiment être accompagné, ne pas hésiter. Parce que parfois, dans les prises en charge du cancer du sein localisé, on dit on n'est pas préoccupé, entre guillemets, la maladie est bien contenue, on l'a prise à temps. Et parfois, les patientes ne sont pas orientées vers les kinés. Et c'est là, parfois, qu'on est un peu perdu, que l'épaule se coince, qu'on n'ose pas bouger, etc. Donc, avoir tous ces conseils est vraiment très précieux. Il y a des livrets aussi qui sont faits, qu'on fait circuler de conseils. Et puis, donc, je vous ai remis dans le chat les différents liens des différentes groupes de kinés, réseaux de kinés et associations qui peuvent vous être utiles. Donc ça, je pense que c'est vraiment très très précieux pour bien vivre avec son lymphœdème. Et je voudrais faire un petit clin d'œil par rapport à l'impact esthétique de l'estime de soi que peut avoir un lymphœdème qui est installé. Je pense que certains d'entre vous la connaissez. J'ai été très très proche d'une personne, Yolande, qui a vécu pendant très longtemps avec un cancer du sein et un lymphœdème qui était vraiment présent. Et c'était pas du tout une femme particulièrement coquette, qui se maquillait, etc. Et bon, c'est vrai que c'était lourd, ce bras présent avec ce gros manchon, bon, bof. Et elle a été accompagnée par une personne dont la spécialité, c'est de vous aider à reprendre confiance en vous, avec des conseils de couleurs, avec des conseils de comment associer, etc. Et elle aussi, elle avait eu donc la possibilité d'avoir de nouveaux manchons plutôt de couleur qu'elle associait finalement avec le reste de ses vêtements, un foulard. En fait, finalement, son manchon était devenu un accessoire et ça avait absolument transformé sa façon de se présenter, d'être. Mais elle disait que ça avait eu un impact social important. Par exemple, quand elle sortait au restaurant avec sa fille, etc., elle se sentait moins gênée.
et elle avait retrouvé beaucoup de sourires et d'aisance. Voilà, donc c'était pour dire aussi que le lymphœdème, parfois, ça peut avoir un impact, entre guillemets, de se remettre un peu à l'écart, parce que c'est pas si facile que ça de vivre avec un lymphœdème installé. Alors heureusement, c'est rare, mais je voulais en parler parce que c'est pas si connu, ces conseils, on pourrait dire, en esthétique qui peuvent être donnés dans certains centres spécialisés en cancérologie notamment. Ça peut être des socio-esthéticiennes ou voilà, des personnes qui jouent là-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des expériences de ce type, à partager. Puis je vais laisser Oriane voir s'il y a une dernière question brûlante. Il y a une dernière question, une sur le délai entre une opération et la kiné, Martine. Est-ce qu'il y a un délai à respecter? Est-ce qu'il faut... Voilà. Alors, il faut faire attention en post-opératoire. Les chirurgiens aiment bien nous les envoyer 3 semaines post-opératoire. Nous, dans l'idéal, ce qu'on aime bien, c'est faire une consultation préopératoire où là, on fait connaissance de la patiente, on voit si le cancer du sein, c'est une chose, mais elle peut avoir, je sais pas, une capsulite avant et déjà pas lever son épaule. Hein, je prends un exemple. Donc, nous, on fait un bilan. C'est facile de voir une personne une fois dans notre emploi du temps, c'est beaucoup plus facile que de caler 2 séances par semaine de manière rapide. Et après, on lui donne un rendez-vous et on lui aura donné des conseils. Donc, elle saura que déjà en post-opératoire immédiat, elle peut elle-même bouger son bras. Elle aura les conseils adaptés. Et en général, on les voit entre 15 jours et 3 semaines. L'idéal, ça serait de les voir entre 15 jours et 3 semaines après, parce que l'épaule, si on la bouge pas, elle s'en réduit très très vite. Et puis maintenant, comme bien souvent, on a la chimiothérapie avant l'opération, on se retrouve avec un délai très court entre l'opération et la radiothérapie, si radiothérapie il y a. Et pour la radiothérapie, il est indispensable que la patiente lève son amplitude articulaire, sinon elle sera gênée et il y a même des retards de radiothérapie parce que là, elle n'a pas son amplitude. Donc on va dire 3 semaines, dans l'idéal 3 semaines. Laure, j'ai une question pour toi. Tu as parlé de ton amie qui avait des manchons de couleur. Alors, est-ce qu'elle se procure ou elle se procurait ces manchons de couleur? Si tu as des tips, s'il te plaît. Alors, c'est vrai qu'il y a, en fait, une fois que c'est prescrit, le manchon, les bandages, etc., il faut aller les chercher quelque part. Donc, c'est des personnes qui vont être habilitées à faire des mesures particulières. Et donc, soit c'est dans des maisons spécialisées en orthopédie. Alors là, je peux pas forcément le faire parce que c'est vraiment, mais sur mon réseau cancer du sein, on a tout un répertoire de ressources, dont des maisons d'orthopédie qui sont multimarques, mais où vous retrouverez notamment ces différents modèles. Et puis, il y a aussi notamment chez les pharmaciens d'officine, dans les régions où il n'y a pas forcément la boutique d'orthopédie en plus, il peut y avoir, donc dans l'équipe officinale, quelqu'un qui va être formé à l'orthopédie. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire habilité à prendre les mesures. Quand comme ça a été dit, il faut prendre très précisément et très correctement les mesures du bras pour pouvoir faire sur mesure ce fameux manchon. Donc, ça nécessite une spécialité. Donc, pour moi, c'est voilà. Donc, soit des réseaux de spécialistes en orthopédie, et puis voilà, il y a quelques maisons très connues qui font même des animations autour du lymphœdème. Ça, je pourrais vous le mettre sur mon réseau cancer du sein. Voilà. Alors, je vais juste rebondir, c'est que nous, les kinés, on ne prend pas les mesures. On va prendre des mesures pour notre bilan, mais surtout, on ne prend pas les mesures parce que de toute façon, chaque fabricant de manchons a sa propre fiche technique et nous, on ne sait pas s'ils vont avoir telle ou telle marque. Donc, on ne prend pas les mesures, on les envoie de manière systématique chez un orthopédiste. Alors pour compléter ce que vous avez dit, il y a 2 petites choses. Alors effectivement, le vécu, c'est important, hein, le vécu du lymphœdème, le savoir-être. Et donc nous, on a développé un atelier de dramathérapie, justement, c'est de l'art-thérapie, justement, pour exprimer son vécu au travers du théâtre, pour pouvoir vivre mieux avec. Hein. C'est quand même effectivement un handicap visible. Et puis il y a des petites astuces aussi qui existent. Hein. Il y a des stylistes médicaux qui peuvent arranger vos vêtements et qui peuvent vous faire des vêtements dans lesquels vous rentrez les bras, alors les manches, alors que pas souvent les manches restent un peu bloquées, notamment en haut. Et donc, il y a des stylistes qui reprennent vos vêtements et qui trouvent des astuces pour pouvoir porter vos vêtements avec un lymphœdème
et ça ne se voit pas. Donc c'est tout à fait intéressant, hein. Il y a plusieurs qui font ça, notamment une qui fait ça à Nice, très bien, mais qui peut se déplacer. Et puis pour compléter dans les manchons, parfois les manchons sont entre guillemets les couleurs classiques habituelles. On peut mettre des espèces de leggings dessus aussi, qui sont des petits bas fins, très fins, avec des motifs et qui changent totalement l'aspect du manchon, tout en ayant son manchon habituel. Donc c'est aussi amovible dessus et c'est comme un bas, une sorte de chaussette qui se met sur le bras et qui fait un aspect totalement différent. Donc voilà, il y a des petites astuces aussi à connaître et en particulier pour le stylisme médical parce qu'on a eu beaucoup recours à ça et ça permet parfois de s'habiller avec ce qu'on aime sans, adapté à son volume de bras, de membre supérieur. Merci. Alors, c'est vraiment la médecine polyvalente des conseils médicaux aux conseils esthétiques. Merci beaucoup. Alors justement, on avait une question, est-ce qu'on voit bien l'impact dans la vie quotidienne et comment gérer, c'est une question qui est vaste, hein, le lymphœdème avec la vie professionnelle, docteur Vigne. Est-ce que vous avez des conseils à donner ou des choses ou des ressources vers lesquelles c'est une question qui a multiples facettes. D'abord, ça peut se voir. Si le lymphœdème ne se voit pas, si la main n'est pas touchée, c'est facile. Dès que ça se voit, il y a la relation à l'autre. Non seulement le lymphœdème se voit, mais le traitement du lymphœdème se voit, puisque le manchon se voit. Et donc, il y a toutes les questions que l'entourage peut poser au travail. Et parfois, il y a un camouflage qui est impossible. Parfois, on peut camoufler. Parfois, on a du public. Parfois, on n'en a pas. Et donc, à chaque situation, c'est particulier. Si on n'a pas de public, on peut se faire un bandage, on peut porter un manchon sans être gêné. Si on a du public, le manchon se voit, mais la femme se voit aussi. Et donc, il faut essayer de trouver un compromis entre est-ce que sans le manchon, ça se voit moins? Est-ce que le manchon, je peux le porter, ça ne va pas me gêner dans mon activité? Donc, il faut essayer de trouver. Alors là, c'est vraiment individuel. Le meilleur traitement, parfois le manchon est impossible à porter, puisqu'il y en a qui me disent, moi je travaille dans le froid tous les jours, je travaille dans des congélateurs, mon manchon, ça accroche les plats, les plats congelés, je l'enlève pendant que je travaille. Et donc, à ce moment-là, on dit, faites des bandages plutôt le soir pour essayer de refaire réduire le volume. Donc, chaque situation est vraiment très individuelle et ça fait l'objet d'une discussion avec le patient. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aussi, dans l'activité professionnelle, il faut demander au médecin du travail parce qu'on peut adapter aussi le poste de travail, notamment pour les mains, quand c'est les bras avec la main touchée, on peut avoir des souris ergonomiques, on peut avoir des bureaux qui s'élèvent, on peut avoir des tapis de souris adaptés. Et donc, il faut vraiment impliquer le médecin du travail pour une adaptation qu'on appelle ergonomique du poste de travail. Et ça, c'est un recours qui peut être très utile. Donc ça, on travaille beaucoup dessus aussi parce qu'il y a du bénéfice à avoir, mais vraiment, ça dépend de la profession. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il faut réfléchir à plusieurs pour trouver les solutions ou les meilleures adaptations pour le travail et pour les contraintes du travail. Alors, j'ai encore une question. Vous avez dit pas de manchon la nuit. Est-ce qu'il y a un rationnel dessus? Parce que en complément de ces questions de pourquoi pas le manchon la nuit, par exemple, Lorella, il demande si on est vraiment gêné de le porter la journée, est-ce qu'on ne peut pas plutôt le porter la nuit? Oui. En fait, est-ce que c'est un temps auquel on doit le porter tous les jours, 12 heures, ou est-ce que c'est vraiment la période qui est importante? Mais dans cette question-là, on entend bien, je veux le porter la nuit parce que ça ne se voit pas, et la journée, je peux m'absenter. Ah non, moi je peux dire, vous portez la journée et la nuit. Oui, à ce moment-là, d'accord. Ce qui n'est pas la même parce que pourquoi? Parce que la journée, on a le bras qui déclive, qui est vers le bas. Et donc, c'est là où ça fuit. Quand on est allongé, on est couché, et donc les liquides fuient beaucoup moins en position allongée. Alors que quand on est debout, bien sûr, il y a la gravité qui fait qu'on a les liquides qui vont descendre dans le bras et dans les jambes, d'ailleurs, comme pour les membres inférieurs. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut contrebalancer cette fuite et cette assurance lymphatique par la compression. Mais, pour être encore plus fin, on peut dire aussi, il y a des femmes qui me disent, moi je porte la journée et la nuit, parce que je veux que ce soit très efficace. Mais la tolérance, la nuit est souvent mauvaise, parce que ça sert beaucoup la nuit. Mais il y a des femmes qui font les deux, mais pas que la nuit. Vous voyez, elles font le jour et la nuit, même si ce n'est pas très conseillé la nuit, mais pas que la nuit pour remplacer la journée. C'est toujours la question qu'on a, bien sûr, qui est... parce qu'on a envie de se dire ça va faire le même effet. Eh bien, malheureusement, non, parce que la position n'est pas la même. C'est une bonne question qu'on a souvent. Quand on comprend les choses, c'est quand même plus facile d'accepter. Laure. Bien sûr. Alors, une toute dernière question, parce que vous avez répondu vraiment à beaucoup de questions et à travers les replays, donc qu'on ne manquera pas de partager rapidement
vous pourrez retrouver toutes les présentations et conseils que vous avez donnés ce soir. Alors Martine, vous nous avez dit OK pour le bain de mer, mais qu'en est-il du bain de soleil quand on a un lymphœdème? Est-ce qu'on peut quand même un petit peu enlever son manchon, mettre une bonne crème, se poser, attraper un peu bonne mine, ou est-ce que vraiment la chaleur, le soleil, c'est pas bon du tout? On reste dans l'eau et on se protège et on rentre loin du soleil. Le docteur Vigne a répondu, il a dit qu'il n'y avait plus d'interdit. Alors effectivement, si on reste toute la journée à la plage, ça va pas être possible. Mais oui, il faut. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème. On fait attention, on se protège, on prend pas de coups de soleil et on n'y va pas, bien entendu, aux heures les plus chaudes. Voilà, on n'y va pas entre 12h et 16h. Mais je pense qu'il n'y a aucun problème. Avec modération. Voilà. Et de toute façon, avec modération, le soleil, c'est avec modération. Donc, d'autant plus. Exactement. Il n'y a pas de. Voilà, le soleil, c'est avec modération. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la crêpe. Pas faire la crêpe, pas s'exposer de façon excessive. Et donc, qu'on ait lymphœdème ou pas de lymphœdème. Alors, dans ces situations-là, d'ailleurs, nous, on le voit, quand le bras est tout blanc, on est content. Nous, quand le bras est tout blanc par rapport au reste du corps, on se dit, c'est bien, le manchon était conservé à la plage. C'est un critère pour nous, le bras blanc. On veille à ça à la rentrée de septembre, je regarde les bras blancs, moi. Et quand on me dit, je vais porter mon manchon, je vous dis, c'est sûr, vous êtes toute bronzée du bras. Donc, c'est pas forcément, vous n'avez pas porté de manchon. Et si le volume augmente, eh bien, on fait un bandage le soir, ce qui peut arriver. Mais voilà, c'est le soleil, comme disait Martine, avec modération. Ça, c'est vrai, c'est globalement. Sur ces dernières paroles, on va souhaiter à tout le monde un très bel été, comme avait dit Martine. En attendant, on vous donne rendez-vous. On a une dernière conférence le 2 juillet sur cancer et nutrition, conseils alimentaires, etc. Donc, on va vous mettre le lien tout de suite si vous voulez vous inscrire. On sera très heureuse de vous accueillir. En tout cas, merci infiniment, Dr Vigne et Madame Arinto. Vraiment, je crois que c'était en plus très pratique et ça a répondu à beaucoup de questions. Et pour les auditrices, il n'y avait que des femmes en fait. Vous allez avoir un lien avec le questionnaire. Si vous pouvez remplir, c'est toujours très utile pour nous pour trouver des sujets qui vous intéressent. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. À bientôt.